va prendre 4 autres questions, et ce seront les dernières, malheureusement. Le temps file. Alors, qui porte le micro? Quelqu'un qui peut faire passer un micro pour 4 questions? Bonjour. Alors, ma question se décline en deux parties. La première, Monsieur Asselineau, vous avez eu des relations d'affaires avec les présidents Mitterrand, de travail, pardon, avec les présidents Mitterrand et Chirac. Est-ce que savez-vous s'ils avaient moralement conscience de ce qu'en participant à l'accélération du processus de construction européenne, ils savaient qu'ils allaient brader l'industrie française? Ensuite, à tous les intervenants, manifestement, on a tous compris qu'il y avait une guerre contre les États-nations et les peuples. Donc, si un jour nous arrivons à remporter cette guerre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra solder les comptes et donc penser à traduire les responsables pour les accuser de haute trahison? Voilà. Merci. 3 autres. Oui, bonjour Pascal Bocconiani. Est-ce que vous pensez que notre vendeur en chef, je parle de Monsieur Macron, puisqu'il vend tout, on en a largement parlé, est-ce que vous pensez qu'il pourrait passer notre défense nucléaire aux mains de l'OTAN, y compris les codes de lancement? C'est grave, hein, parce qu'on en parlait en famille l'autre jour. Et dans ce cas, si ça arrivait, à votre avis, que feraient les militaires et l'état-major français? Merci. Encore 2 brèves questions. Ma question s'adresse à Monsieur Quatre Points. Oui, ici. Tout à l'heure, monsieur, vous parliez de l'intérêt de penser un modèle économique qui pourrait dépasser la violence capitaliste et les errements du marxisme dans quelque chose que, historiquement, De Gaulle, si ma culture ici n'est pas trop mauvaise, avait tenté de mettre sur pied ce qu'on appelle communément la troisième voie économique, justement une espèce de meilleur des deux mondes, sans justement les côtés les plus abjects. Et notamment, notamment, il y avait toute une notion qui concernait l'actionnariat salarié. Alors, du coup, là, c'est à la fois une question pour vous, monsieur, pour vous tous, messieurs, et peut-être aussi un petit peu plus particulièrement pour monsieur Asselineau. Est-ce que vous pensez que l'UPR aussi ne gagnerait pas à affirmer une position économique, à dire, voilà, nous sommes troisième voitiste ou quelque chose dans ce goût-là? Est-ce que ça pourrait nous aider? Peut-être que ça sort un tout petit peu du contexte, mais ça me paraissait intéressant. Merci pour votre question. Une dernière question. Une dernière courte question, s'il vous plaît. Une question très courte. Voilà, on a pris conscience, avec tout ce qui est dit là, que, effectivement, le monde entier, et François Asselineau a parfaitement raison, en détruisant aussi les États, les libertés publiques, que ce soit la commune, le département, l'État, bon, en détruisant les libertés républicaines, alors, voilà ma question. Est-ce que, en continuant à ce que le renard se promène au nom de la liberté dans le poulailler et le loup dans la bergerie, est-ce que parce que dans le programme de François Asselineau, il y a aussi le CNR, c'est-à-dire la renationalisation de l'EDF, de l'IPTT, de la SNCF, qui n'ont jamais si bien marché que quand ils étaient nationalisés, parce qu'il n'y avait pas des gros actionnaires et il ne fallait pas verser des dividendes. Bon, la question, est-ce qu'on peut transformer le monde sans redonner à la population le pouvoir dans l'économie, c'est-à-dire les nationalisations? D'accord, merci beaucoup. La première question, la conscience de brader. Est-ce que Mitterrand et Chirac avaient conscience de brader l'industrie française? Non. Alors on va répondre aux questions rapidement. La première m'était directement adressée, c'est-à-dire, effectivement, j'ai accompagné François Mitterrand pendant la période de cohabitation. J'étais auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. J'ai accompagné François Mitterrand en déplacement en Corée et au Kazakhstan. J'en ai vu de très près avec les chefs d'État et de gouvernement. J'ai accompagné Jacques Chirac, beaucoup plus encore. Quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères, j'ai accompagné un peu partout à travers le monde.
moi, ce que j'ai vu, j'ai eu le sentiment, mais c'était il y a longtemps, j'ai eu le sentiment de responsables politiques qui essayaient globalement de défendre les intérêts de la France, mais d'une certaine façon sans trop y croire, comme s'ils avaient intégré l'idée que de toute façon il y avait des évolutions mondiales contre lesquelles on ne pouvait plus rien. Voilà. Et je pense que ceci n'a fait que se développer encore. C'est-à-dire que l'idée, et je connais bien le monde de la haute administration, ce que n'était pas d'ailleurs François Mitterrand, qui n'était pas un énarque, Sarkozy n'est pas un énarque non plus, c'est pas une question d'énarque ou pas énarque, le monde de la haute administration, le monde des élites politiques en France, d'une certaine façon, a fait une croix sur la France. Et ça n'est pas nouveau. Je rappelle ce que disait De Gaulle. Il disait, c'était De Gaulle, il disait, en France, seul le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont plus. Et François Mauriac disait, la France est un pays extraordinaire qui, tout au long de son histoire, a produit des élites qui n'arrivaient pas à concevoir que la France puisse vivre autrement que subordonnée. Toute notre histoire de France, depuis Vercingétorix jusqu'à 2017, c'est le combat d'un peuple qui refuse de mourir, qui veut acquérir sa souveraineté et son indépendance nationale face à des responsables politiques qui régulièrement baissent les bras. C'est ce que De Gaulle appelait l'esprit d'abandon. Et on trouve ça tout au long de notre histoire, pas seulement au XXe siècle. Donc moi, pourquoi j'ai créé l'UPR et pourquoi je me réjouis de voir que ce mouvement se développe très bien, c'est que d'une façon que je crois très profonde, on renoue avec 2000 ans d'histoire de France. C'est-à-dire que, comme le disait De Gaulle dans son discours d'Alger de 1943, 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Nos élites politiques n'ont plus foi en la France. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre sur l'actionnariat salarié? Pas spécifique. C'est une piste de travail, mais il ne faut pas non plus tout transformer avec une seule chose. Donc l'actionnariat, entre guillemets, des citoyens, etc., peut être intéressant dans certains secteurs, mais pas tout. Moi, juste, je voudrais dire une chose, c'est qu'on peut là aussi être acteur de la moralisation de l'industrie en France. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je suis fou de rage. Excusez-moi, depuis ce matin, je suis fou de rage pour plein de choses. Que des industries, non seulement ne payent pas les charges sociales en France, mais les payent en Irlande et au Luxembourg, qu'on leur donne de l'argent, et qu'en plus, quand ils font du bénéfice, ils le dépensent pas, et ça n'arrive pas dans les caisses de la France. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne nos chemins. Moi, je ne vais pas, et je n'irai plus jamais, prendre un café à Starbucks. Je ne mange pas de McDonald's. Tant que ces gens-là ne se serviront de la France que comme un endroit où ils peuvent faire du fric et se barrer après sans nous en laisser une miette, je n'irai pas chez ces gens-là. Si tout le monde fait ça, ils seront obligés de céder. Merci. Un mot sur la question sur la défense nucléaire, la force de frappe et l'OTAN et les codes. Quelqu'un a posé la question. Ça va être le sujet, un des sujets cruciaux. Est-ce que, dans le cadre de cette idée d'une défense européenne à côté de l'OTAN, parce que c'est ça le problème, est-ce que nous allons donner notre force de frappe? La force de frappe doit être modernisée. C'est un programme de plusieurs milliards d'euros sur un certain nombre d'années, voire de 10 à 15 milliards d'euros. Est-ce que, sous prétexte qu'effectivement il n'y a pas d'argent, on va renier là-dessus et accepter finalement de passer sous la dépendance des Américains? C'est une question clé. Deuxième question clé, dans le cadre de ces projets de défense européenne, est-ce que Dassault va passer sous les fourches codines des Européens et donc des Américains? Car Dassault avait réussi à résister avec son Rafale. Je vous rappelle qu'il y avait l'idée le Rafale et l'Eurofighter. Entre les deux avions, il n'y a pas photo. L'Eurofighter est ce que les pilotes de chasse appellent un fer à repasser. Le Rafale est un meilleur avion. Il a 10 ans de moins d'ailleurs. Et Dassault s'était sauvé, en quelque sorte. Et là, est-ce que finalement, c'est pas l'idée, avec le projet aussi des drones, est-ce que c'est pas le moment de faire basculer le bureau d'études de Dassault dans un giron européen, donc atlantiste? Voilà tout l'enjeu. Et je vous invite à être très attentif à ça, parce que ça va être un des enjeux cruciaux. Merci. Merci
Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, et ainsi que la deuxième partie de la première question qui parlait du principe du châtiment des coupables. Je rappelle quand même, je crois être le seul responsable politique à l'avoir dit, notamment dans la campagne présidentielle, que dans la version d'origine de la Constitution de la Ve République, il y avait un article 68 qui prévoyait, qui précisait les notions de complot contre la sûreté de l'État et les notions de haute trahison du président de la République française. Or, ces deux incriminations qui avaient été approuvées par 80% du corps électoral français avec 80% de participation en octobre 1958, c'est-à-dire 2/3 des électeurs français avaient approuvé cette Constitution, cet article 68 a été dégradé, modifié à 2 reprises. D'une part, en juin 1993, donc 9 mois après la ratification du traité de Maastricht, où la notion de complot contre la sûreté de l'État a été retirée de notre Constitution. Et moi, je dis qu'il faut avoir une idée derrière la tête. Et moi, qu'on me traite de complotiste, je dis ben, Charles de Gaulle et 80% des électeurs français étaient complotistes en 1958, puisqu'il y avait le crime de complot contre la sûreté de l'État. Et deuxièmement, le crime de haute trahison a été supprimé en avril 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. J'ai dit et redit que dans mon programme, il s'agissait, on réintroduira, on proposera une réforme constitutionnelle aux Français, avec d'ailleurs interdiction de modifier la Constitution autrement que par référendum, et non plus par la procédure du Congrès. Et également, nous réintroduirons les crimes de complot contre la sûreté de l'État, de haute trahison, non seulement du président de la République, mais du gouvernement et des parlementaires français, qui sont redevables devant la nation française de l'évolution de notre nation. Merci beaucoup. Merci. Pierre-Olivier Boutron. Alors, puisque nous en sommes à la phase de conclusion, je vais répondre, je crois que c'était De Gaulle qui disait en conférence de presse, je vais maintenant répondre à la question que vous n'avez pas posée. En 5 phrases, je vais donc vous dire un mot du journal dont je vous ai parlé, Rupture, donc qui a pris la suite de Bastille, République, Nation, qui existait depuis 17 ans. Rupture est né il y a 2 ans. C'est un journal, un mensuel radicalement eurocritique, dont la ligne éditoriale est finalement assez proche de la ligne politique de l'UPR sur les questions européennes. Mais notre propos en tant que journal est d'abord et avant tout de donner des informations, et surtout des informations que bien souvent vous ne trouverez pas ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai avec plaisir, beaucoup de ceux d'entre vous qui sont abonnés l'année dernière, il y a 2 ans, confirment leur abonnement et leur satisfaction du journal. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est que nous proposons exclusivement des abonnements et non pas une vente au numéro avec des formules de prélèvement. Voilà, j'ai fait cette petite publicité, vous nous retrouverez tout à l'heure à la sortie. Alors je voudrais conclure sur une ou 2 idées qui ont été évoquées. Alors d'abord, personnellement, même si McDo payait ses impôts en France, personnellement, je ne serais pas un fanatique des hamburgers, mais au-delà de ce clin d'œil, j'ai cru comprendre que vous en aviez parlé ce matin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Cette affaire de Paradise Papers et autres papers divers et variés, évidemment, ça a suscité beaucoup d'indignation, mais je trouve qu'il y a aussi là un rideau de fumée, car au fond, c'est ce qu'on disait en commençant, il ne pourrait pas y avoir d'évasion fiscale et de fraude fiscale, en tout cas pas à cette échelle, s'il n'y avait pas la liberté de circulation des capitaux, c'est-à-dire le fait que quand vous voulez déplacer des sous d'un endroit à un autre, vous avez besoin d'informer et d'une autorisation. La question ne se poserait pas en focalisant l'attention sur la fraude et l'évasion fiscale. On déculpabilise, on met de côté complètement cette question de la libre circulation des capitaux, et je me demande si là n'est pas un des buts recherchés. Et la deuxième chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est qu'on se focalise sur les fortunes qui se sont mises dans des parades, sous les tropiques, mais quand je dis on, je parle de la grande presse, etc., et de la classe politico-médiatique, parle beaucoup moins de la manière dont ces fortunes et surtout ces profits à milliards des multinationales se sont constitués. Je prends juste l'exemple de Xavier Niel. Vous connaissez Xavier Niel, le PDG de Free. Oui. Le beau-fils d'Arnaud, je crois. Hein. Xavier Niel a donc, paraît-il, mis sa fortune sous les tropiques. Et on dit, oh, quelle honte!
Mais curieusement, on s'interroge moins sur le fait de comment il a constitué cette fortune. Et ceux qui ont vu le documentaire, par exemple, qui montre l'exploitation de ces centaines et de ces centaines de salariés dans ces centres d'appel, montrent que là est la véritable origine de ce scandale. C'est pas tellement le fait qu'il la mette à l'abri, c'est le fait qu'il la constitue et que le système est fait pour ça. Et c'est ça que j'essaye de marteler depuis le début. Et c'est pour ça que quand on évoque l'idée, est-ce que c'est du court terme? Est-ce qu'ils sont stupides? Les deux choses sont à dissocier. On peut réfléchir à court terme sans être stupide. Ceux qui nous gouvernent et la classe mondialisée, les élites mondialisées, comme disait Chevènement, ces élites hors sol, en réalité, ces élites occidentales essentiellement, ne sont pas idiotes. Elles ne sont pas idiotes, elles ne sont pas stupides. Simplement, elles visent à faire valoir, à imposer toujours plus leurs intérêts économiques et à réfléchir aux structures politiques à mettre en place et surtout à celles à dégager, comme les États-nations, pour que leur projet, en quelque sorte, pour pérenniser le système qui leur permet de s'enrichir et d'accumuler toujours plus. Alors évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt des peuples, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple français, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple allemand, ni espagnol, ni italien, ni d'ailleurs britannique. On n'a pas parlé du Brexit, c'était le gros débat de l'année dernière. Il faut suivre avec attention cette affaire-là, car certes le Brexit aura lieu, mais les conditions dans lesquelles il va se produire méritent toute notre attention. Et la campagne en France qui vise à dire, voyez, les Britanniques sont déjà en train de regretter leur choix, doit attirer toute notre attention. On joue gros là-dessus, car quand les médias en France parlent du Brexit, ils n'en parlent en réalité pas du Brexit. Ils disent au peuple français, voyez dans quelles difficultés on s'engage dès lors qu'on veut sortir de l'Union européenne. Donc là encore, je ne développe pas bien entendu, on n'en a pas le temps, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être très attentif à ça. Voilà. Donc c'est ces quelques idées. Récupérer notre souveraineté, non pas pour subir un destin décidé d'ailleurs, mais pour construire notre propre projet, pour construire le fait que chaque peuple en Europe et partout dans le monde soit libre de décider et de coopérer d'égal à égal avec tous les pays de la planète. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les intervenants. Merci d'avoir écouté ce débat qui prend fin ici. Jean-Michel 4 points signe ses livres à la sortie et rendez-vous dans... Voilà, le débat s'achève ici. Merci de votre attention et à une prochaine fois. Ah oui, ça... La troisième voie. Oui, la troisième voie, ça avait été vaguement, on y a été vaguement répondu. Personnellement, je pense que c'est une idée intéressante, les lois de participation, les idées de Gaulienne, mais j'allais dire que à chaque jour suffit sa peine. Moi, déjà récupérer notre souveraineté, notre indépendance nationale, c'est déjà l'objectif sur lequel on doit rassembler tous les Français. Ça nécessite d'avoir un parti politique qui arrive à rassembler une majorité de Français. Donc il faut que les Français viennent de droite, du centre, de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Le parti politique que j'ai créé, c'est un parti qui a mis de côté les sujets clivants, les sujets qui divisent. Et d'ailleurs, si je demandais ici quels sont ceux qui viennent plutôt de la droite et quels sont ceux qui viennent plutôt de la gauche, je pense qu'on aurait à peu près quelque chose comme moitié-moitié. C'est la réussite de notre mouvement politique. Alors je sais bien qu'il y a la troisième voie, c'est intéressant les idées de participation, mais ce que je crains, c'est qu'en multipliant comme ça les projets, on finisse d'une part par s'égarer un petit peu dans des sujets un petit peu trop techniques, ésotériques, mal perçus par le public, et surtout qu'on perde de vue l'objectif essentiel. Une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté, notre indépendance nationale, là, effectivement, on pourra mettre sur la table tous les débats. Et comme je l'ai souvent dit, c'est comme la fin d'Astérix. C'est-à-dire que les Gaulois se retaperont dessus et se resépareront entre la droite et la gauche. Vous avez vu d'ailleurs à ce propos que dans le dernier Astérix, ils ont retiré la carte avec le village gaulois. C'est tout un symbole. Moi, je vous remercie d'être venus, d'avoir été aussi attentifs. Je remercie Philippe Pasco, Pierre Lévy, Éléonore de Vulpillère, Philippe David et Jean-Michel 4 points. Jean-Michel 4 points qui vend ses livres tout à l'heure, à l'instant même. Si vous voulez faire dédicacer par Jean-Michel 4 points, vous pouvez aller les acheter. Je crois que Philippe Pasco, vous avez t'as vendu déjà tous tes livres. Oui, mais il reste des feuilles que vous pouvez remplir et je me promets de vous les envoyer par la poste. Merci à toutes et à tous et on se retrouve tout à l'heure pour le discours du président. Merci.
Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.